Voilà, bonjour à tous et bienvenue à notre session de live COVID-19 en entreprise, impact et résilience. Nous nous excusons pour ce retard qui est indépendant de notre volonté et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, donc, en compagnie de M. Jean-Jacques Chatelain, donc, qui est DRH du groupe SIFCA et qui est également membre du comité stratégique du RIGRH, qui est le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Chatelain, je vais vous laisser déjà dire bonjour et faire une brève présentation au public qui nous regarde aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant d'aborder les différentes facettes de la gestion de la pandémie COVID-19 à Abidjan. Merci beaucoup, Aboulaye. Petit rectificatif. Dans ma fonction actuelle, je suis plutôt DRH de la société Palmsy, qui est une filiale du groupe SIFCA. Donc, comme Aboulaye l'a dit, je suis Jean-Jacques Chatelain, professionnel de la gestion des ressources humaines, criminologue en formation de base. Je suis très actif dans la communauté ressources humaines en Côte d'Ivoire et je puis me permettre de dire aussi un peu en Afrique. Et je tiens à remercier l'Afrique qui ose d'avoir porté son choix sur ma personne pour venir partager mon expérience de professionnel des ressources humaines, mais je pense aussi ma perception sur les effets de cette pandémie dans notre monde du travail, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde entier, parce qu'on parle quand même d'une pandémie qui est mondiale. Donc, voici comme brève présentation. Merci beaucoup, M. Chatelain. Que je puis à cet événement. Et j'espère pouvoir répondre aux attentes du public qui nous suit via Facebook. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je tiens à préciser, comme vous le savez déjà, que ce live est sponsorisé par l'Afrique Challenge, l'Afrique Youth, qui est une compagnie de formation et de conseil, et sponsorisé également par Hippocrate Medical Assistance, qui est une filiale du groupe Afrique Challenge et qui s'occupe de la partie santé, donc l'optimisation des dépenses de santé en entreprise. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, M. Chatelain, comme vous le savez déjà, et comme nos chers téléspectateurs l'ont certainement senti, cette pandémie a bouleversé le monde en entreprise. Hein. Donc, on a on a plutôt eu à faire appel à certains modes de travail qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas très communs. Donc, vous, de façon globale, comment percevez-vous déjà l'adaptation dont ont fait preuve les entreprises partout dans le monde en optant pour le télétravail, en optant pour la réduction des effectifs ou pour d'autres modes de gestion des collaborateurs? Quelle est aujourd'hui votre perception et votre ressenti et quel est le mode le plus utilisé de façon générale chez vous? D'accord, merci Aboulaye. Je dirais que ma perception, elle est un peu similaire à celle de l'ensemble de la communauté RH face à cette pandémie qui a, je pourrais dire ainsi, surpris le monde entier, qui a bouleversé toutes les habitudes, qui a remis en cause beaucoup de principes de gestion, tant organisationnels que gestion ressources humaines dans notre monde du travail, qui a mis beaucoup de nos États à genoux, ou l'ensemble de nos États à genoux. Donc, si nous imaginons nos États à genoux, imaginons un peu l'impact de cela sur nos organisations, sur nos entreprises. Donc, de mon regard de gestionnaire des ressources humaines, j'aimerais dire que de prime abord, on a tous compris que la résilience était la chose la mieux partagée dans ce monde. On a vu tout de suite la capacité d'adaptation tant des États que des organisations. Et je pense que je vais maintenir mon propos sur plutôt les organisations et les entreprises avec l'impact sur les travailleurs parce que c'est un peu cela le plus important dans notre sujet.
Et je vais beaucoup m'attarder aussi sur la perception que j'ai de cette pandémie en essayant de ressortir un côté positif. Pour moi, c'est ce côté positif-là, c'est la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve de notre profession de gestionnaire des ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, l'économie est certes menacée, mais la vision de cette menace a pris un autre sens, à savoir protéger les hommes pour préserver l'activité. Alors que très souvent, ce sont les soucis économiques de l'entreprise qui sont mis en avant et on cherche plutôt à préserver l'activité et la survie de l'entreprise en agissant sur les hommes. Mais aujourd'hui, on a vraiment pris le sens inverse. Et pour nous, RH, c'est une véritable mise à l'épreuve, la mise à l'épreuve de notre fonction, la mise à l'épreuve de notre rôle. Mais je pourrais dire aussi que c'est le repositionnement du DRH en tant qu'acteur stratégique au sein des organisations, mais aussi ce DRH-là qui doit, quel que soit le contexte, et particulièrement dans ce contexte de crise, pouvoir maintenir la santé, la sécurité des travailleurs d'une part, mais aussi leur mobilisation, leur motivation, parce qu'il faut tant bien que mal que les activités subsistent, mais aussi ce DRH-là qui, dans certains cas plus critiques, est obligé de proposer et d'amener sa direction générale à prendre des décisions ultimes telles que celle du chômage technique, telles que celle du licenciement économique. Certaines entreprises, dont notamment les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, la restauration, ont encaissé en premier de plein fouet les dispositions de confinement. Et donc, malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas vécu cette expérience ou cette pandémie de la même façon. Mais je pense que les questions suivantes pourront nous permettre d'approfondir les différents axes de réaction qu'ont eu les organisations, les entreprises face à cette pandémie. Donc, en termes de perception, voilà ce que je pourrais dire. Tout à fait. Donc, on l'a bien compris, priorité à la préservation de la santé des collaborateurs avant tout, pour que l'entreprise puisse continuer d'exister. Et donc, du coup, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, pour la plupart du temps, bon, je comprends que pour certains secteurs d'activité qui ont été touchés de plein fouet, il n'y a pas eu malheureusement d'autres alternatives que le chômage technique ou le licenciement économique, mais je suppose que certaines entreprises ont opté pour le télétravail en dehors de la réduction d'effectifs. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes que vous avez pu trouver pour garantir la performance, sachant que la télétravail met le collaborateur dans un contexte nouveau, aussi bien le collaborateur que l'employeur. Donc, quels sont les mécanismes aujourd'hui que vous mettez en place pour pouvoir trouver un compromis pour préserver cette performance, aussi bien au niveau de l'employeur qu'au niveau du salarié? Merci, Aboulaye. Cette notion de télétravail me fait un peu sourire et je reviens encore à l'histoire de cette pandémie Covid-19 qui bouleverse les habitudes et les façons de penser. Pourquoi je dis cela? Parce que dans mon expérience et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré à certains moments, je ne citerai pas les entreprises, mais des blocages en ce qui concerne la mise en place du télétravail dans le cadre d'une politique de bien-être du travailleur et d'adéquation vie professionnelle, vie privée. Et l'élément essentiel et principal qui était mis en avant, c'est que dans nos pays africains, on n'avait pas la maturité nécessaire pour s'adonner au télétravail, que dans notre environnement africain et ivoirien, on a encore beaucoup de supérieurs hiérarchiques qui sont attachés au présentiel. Donc, être au travail signifierait être performant. Je suis l'un des plus heureux de constater que toutes les entreprises encore en activité ont côtoyé le télétravail. Pour moi, le télétravail a été la mesure la plus utilisée pour assurer la continuité et la sauvegarde des activités. Ça nous interpelle, nous, gestionnaires des ressources humaines, ça interpelle nos organisations
Je pense aussi que ça interpelle nos États face à ce vide juridique que nous oppose l'organisation du télétravail. Donc, face à un tel vide juridique et face à l'obligation d'opter pour ce mode opératoire, les entreprises n'avaient pas d'autre choix que de s'organiser en interne. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on pourrait dire que oui, les organisations patronales et même l'État ont essayé de construire un environnement juridique, bien que celui-ci ne soit pas détaillé. Et des notions nouvelles sont nées comme notamment le télétravail, les propositions de congés anticipés. On a même eu, la notion de chômage partiel, mais sauf que ce sont des formes d'organisation du travail auxquelles nous n'étions pas habitués et qui ne sont enfermées dans aucun contexte juridique clair. Donc, face à cette situation, il fallait bien mettre en place le télétravail. Certaines entreprises, il faut le dire, et c'est à saluer, avaient déjà cette pratique dans leur politique ressources humaines. Donc, pour elles, ça n'a été qu'une continuité. Mais pour la plus grande masse des organisations, il a fallu construire en interne ce cadre juridique. Parce que la première sécurité qu'un gestionnaire des ressources humaines va proposer à sa direction générale, c'est de dire, si nous optons pour le télétravail, vu qu'il n'y a pas de cadre juridique, il faut que nous puissions l'enfermer dans un cadre juridique formel, donc à travers une note de service définissant ou mettant en avant la mise en place du télétravail dans l'organisation, et aussi les différentes structurations de ce télétravail-là. Quelles sont les personnes concernées? Quels sont les services concernés? Quelles sont les directions concernées? Quel est le programme de travail qui est mis en place? Quels sont les horaires de travail? Mais aussi et surtout, point très important, comment est-ce que de façon logistique, les moyens sont mis à disposition des collaborateurs qui seront placés en télétravail. Et c'est là que nous avons vu et nous nous sommes appuyés surtout sur l'importance de tout ce qui est moyen de communication, donc les NTIC. Et je pense que c'est un peu ce qui a motivé aussi ce live à Facebook. Donc, on a dû faire face à de nouvelles façons de travailler, à de nouvelles méthodes, mais aussi, parce que en tant que gestionnaire des ressources humaines, on reste quand même les garants de l'atteinte des objectifs et de la performance. On en parlera tout à l'heure, je suppose. Mais il a fallu mettre en place aussi des mécanismes de contrôle et d'accompagnement de la performance pour l'atteinte des objectifs. Décrit ainsi, on pourrait penser que tout est simple à mettre en œuvre, mais je pense que chaque entreprise et chaque entité a sa réalité. Chaque collaborateur ou chaque travailleur a son environnement familial. On sait tous que dans cette atmosphère de confinement, on est à la maison avec épouse ou époux, avec enfants, avec membres de la famille. Comment organiser son travail? Comment sécuriser ce travail? Certaines problématiques même sont nées de cette organisation. Quel est le processus disciplinaire à mettre en place pour continuer à suivre l'activité de ces travailleurs? En tant que gestionnaire des ressources humaines, devons-nous prolonger notre processus disciplinaire jusqu'au domicile du travailleur? Comment le faire? Comment le mettre en œuvre? Je pense que ça a été des enjeux qu'ont dû relever, ou plutôt des défis qu'ont dû relever l'ensemble des professionnels de la fonction ressources humaines. Et pour moi, ça nous redonne toute cette place sensible, toute cette place stratégique, parce que la pandémie de Covid-19 est venue replacer l'humain au centre de la politique de l'entreprise. Tout à fait. Donc oui, le télétravail a été très utilisé, mais je dirais qu'il a été utilisé souvent à 100%, donc l'ensemble du personnel en télétravail, mais il a été utilisé aussi souvent en mode d'alternance.
un groupe de travailleurs présents au bureau, un autre groupe présent à domicile, donc en télétravail, et il y a eu cette alternance-là pour quand même relayer les équipes et assurer la continuité de l'activité tout en garantissant un maximum de sécurité au niveau sanitaire pour les travailleurs. Cela a demandé beaucoup de moyens aux organisations, cela a demandé beaucoup de réflexion aux équipes de management, mais je pense que nous avons pu tenir bon et un autre défi s'annonce pour nous. Et là, j'ouvre une parenthèse et j'espère qu'on en parlera. Le lancement du processus de déconfinement. Si je reste sur le cas de la Côte d'Ivoire, la réouverture des écoles, donc un nouveau stress en termes de sécurité sanitaire qui ne s'oriente plus uniquement vers le travailleur, mais qui doit aussi toucher la famille du travailleur, parce que le salarié, sachant ses enfants à l'école exposés, c'est un nouveau motif de stress qui naît, que nous devons appréhender et que nous devons arriver aussi à gérer. Ok, super. Voilà ce que je pouvais dire sur l'expérience télétravail. Merci pour cette pertinente intervention. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes avec M. Jean-Jacques Chatelain. Aujourd'hui, c'est Abidjan qui est à l'honneur pour échanger sur les benchmarks de la gestion de la pandémie du Covid-19. Vous pouvez réagir sur la page commentaire et nous faire parvenir vos questions. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions. Alors, je vais partager un peu une réflexion de Mme Wafa Fahlaoui du Maroc, qui nous dit qu'ils ont eu à avoir recours au télétravail pendant la pandémie dans plusieurs administrations et entreprises. Et c'était une réelle réussite et une bonne solution pour assurer la continuité de l'activité pendant le confinement. Donc, effectivement, c'est une solution qui marche. Cette pandémie nous a permis, je pense, d'avancer très rapidement et de lever beaucoup d'appréhensions que nous avions sur les nouveaux modes de travail qui intègrent un peu cette dimension numérique. Et je pense que c'est une belle expérience. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, tous les gestionnaires des RH ont été confrontés à une problématique en même temps. Est-ce qu'il y a eu une logique d'intelligence collective qui fait que, par exemple, les entreprises qui avaient déjà fait appel à ce mode de travail ou qui ont eu à anticiper un peu sur le télétravail ont été sollicitées dans une démarche d'intelligence collective pour pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques et éviter toutes les contraintes? Ou est-ce que chaque entreprise est partie, on va dire, de son côté en mettant, en vivant sa propre expérience à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu des convergences pour mieux organiser ou est-ce que c'était géré chacun de son côté? D'accord. Pour répondre à cette question, je dirais qu'a priori, on pourrait penser que ça a été fait de façon individuelle, chacun de son côté. Mais si je reste sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous sommes une communauté RH assez forte. Et en dehors même de la pandémie, nous avons ce réflexe-là de partager nos pratiques et de nous enrichir mutuellement de nos expériences. Donc, sur certaines problématiques, nous échangeons déjà, je dirais peut-être pas de façon formelle, mais chaque gestionnaire des ressources humaines, soit dans un réseau plus large, et à ce moment-là, c'est adossé sur les associations professionnelles, mais soit dans un réseau plus restreint, à ce moment-là, c'est adossé sur le relationnel du DRH lui-même. On se partage nos façons de faire, on se partage nos expériences. Il y a eu des webinaires qui ont été instaurés par les associations, notamment le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, sur la notion de télétravail. Donc oui, individuellement, les choses se sont faites, mais il y a eu quand même en back-office, si je puis m'exprimer ainsi, cette intelligence collective-là pour ventiler et véhiculer les bonnes pratiques en termes de télétravail, qui reste, je l'avoue, une notion assez nouvelle pour, je dirais, environ plus de 80-90% des organisations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Voilà, la connexion est rétablie. Donc, je disais, c'est un bel exemple à suivre et qui a certainement permis à certaines entreprises de pouvoir rapidement
déployer ce dispositif de télétravail-là. Alors, une question de Mme Diallo. On va prendre deux questions avant de passer à la seconde phase de l'émission. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours en live avec M. Châtelain de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui partage les best practices en matière de gestion de la pandémie en entreprise. Donc, nous l'avons vu, beaucoup d'entreprises ont pu faire appel au télétravail et ça se révèle pour le moment être un succès. Il y a beaucoup encore de choses à verrouiller sur le plan légal parce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques à résoudre, notamment est-ce que la gestion disciplinaire peut être prolongée jusqu'au domicile de l'employé et d'autres problématiques auxquelles les gestionnaires RH doivent répondre et qui font aujourd'hui que la chose peut paraître simple, mais elle n'est pas si simple à gérer. Donc, une question de Mme Diallo qui nous demande comment les collaborateurs ont pris cette nouvelle manière de travailler et qu'en est-il de leur rentabilité. C'est clair que pour certains, c'est une aubaine parce qu'ils vont se retrouver en famille, mais cela peut être aussi un facteur de distraction. Donc, comment est-ce qu'ils l'ont perçu et vécu? Merci bien. Sur ce volet, je dirais qu'il y a eu deux tendances. Donc, la première, c'est bien entendu, on regarde toujours le volet difficile à faire. Il y en a qui ne se sont pas du tout adaptés à cette situation. Moi, j'ai eu des exemples de collaborateurs qui disaient qu'ils n'arrivaient pas du tout à travailler de la maison, donc qui ont préféré, avec bien entendu l'autorisation des ressources humaines, revenir sur le site de travail quand ce site-là était ouvert. Et quand ce site-là n'était pas ouvert, c'était vraiment assez difficile pour eux de maintenir un certain niveau de rentabilité. Mais dans ces cas de figure-là aussi, l'équipe des ressources humaines sait mettre en place les mécanismes pour accompagner le travailleur et lui permettre de retrouver un peu ses marques. Parce qu'il y a eu quand même, avant la mise en œuvre du télétravail, un apprentissage de la sensibilisation, quelques consignes en termes de règles à respecter pour pouvoir se créer son environnement de travail à la maison. Ça, c'était pour les cas les plus délicats. Pour les cas, et je suis assez rassuré de croire qu'ils sont les plus importants, et les retours que nous avons sur ce volet-là aussi nous confortent dans cette position. Ce sont ces collaborateurs qui disent qu'en situation de télétravail, on est plus rentable, on arrive à mieux optimiser les choses. J'aimerais reprendre cette affirmation ou ce commentaire qui a été fait par un travailleur. On arrive à optimiser le temps et la durée de nos réunions. Donc, les réunions via les applications de nouvelles technologies sont plus rentables et plus performantes que les réunions en présentiel parce qu'on va droit au but. Et ensuite, dans ce même lot-là, des travailleurs qui affirment que, oui, malheureusement, en télétravail, très souvent, on a du mal à compter son temps, on travaille plus que si l'on était au bureau. Là où ça devient pour nous une problématique ressources humaines, c'est que le télétravail assure certes la continuité de l'activité, mais nous, RH, essayons d'aller au-delà de l'activité pour ne pas que le télétravail devienne un facteur négatif pour la survie même de l'environnement familial. Donc, pour certains travailleurs qui n'arrivaient pas à se limiter dans le temps, il faut mettre en place cet accompagnement-là pour pouvoir leur dire, oui, le bureau a été transporté à la maison, mais la maison reste la maison. On est certes travailleurs, mais n'oublions pas notre rôle, soit d'époux, soit de père, de famille, soit d'amis, soit de tout ce qu'on peut avoir comme autre vie annexe à la vie professionnelle. Donc, c'était pour nous aussi un enjeu assez important de maintenir la performance des travailleurs, mais aussi de protéger la vie familiale du travailleur. C'est vrai que même nous, en tant que managers, souvent nous nous oublions en se disant, bon, de toutes les façons, on est en télétravail, le collaborateur étant de la maison, on peut s'oublier et lui donner des instructions même au-delà des heures normales. Et là, je parle de 21 heures, de 22 heures, par exemple. Ce sont des choses qui sont arrivées.
mais ça reste une belle expérience. Et moi, particulièrement, je garde une très, très belle impression sur ce mode de télétravail. Et je pense que c'est l'un des points positifs qui ressortent quand même de cette pandémie. Et je pense que nous allons appréhender les choses autrement, et plus particulièrement pour les entreprises qui sont multisites, qui avaient cet ancrage-là à rassembler tout le monde en présentiel chaque fois qu'il le fallait. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra continuer à utiliser ces technologies-là de travail à distance et réduire les rassemblements présentiels. Pourquoi? C'est quand même important de garder les rassemblements présentiels parce qu'il faut quand même maintenir cette chaleur humaine pour les entreprises à multi-sites qui a une force quand même dans nos pays africains en termes de performance. Donc, pour conclure, oui, quand c'est bien suivi, pour moi, le télétravail, il est aussi rentable et dans certains cas peut même s'avérer plus rentable que l'activité en présentiel. Mais il faut faire attention parce que tout le monde n'y va pas de la même façon. Donc, je pense qu'il y a lieu de faire le distinguo entre les collaborateurs chez qui on constate une réelle performance, en tout cas un maintien de la performance et de la productivité, et ceux qui ont un peu plus de mal à s'adapter. Donc, je note bien que vous avez évoqué à plusieurs reprises la démarche d'accompagnement pour permettre aux collaborateurs de pouvoir faire le tri et faire la différence entre les frontières, hein, entre sa vie au travail, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Effectivement, c'est très important. Parce que parfois, on a tendance à se laisser aller, on est à la maison. Et soit c'est le cadre professionnel qui prend le dessus, soit c'est le cadre personnel ou familial. Et il faut chercher à trouver le juste. Et donc, vous avez eu à recourir à des webinaires, à des formations pour que les collaborateurs puissent se sentir à l'aise et puis que leur famille aussi puisse se sentir à l'aise et que cet équilibre-là soit maintenu. C'est très important. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect accompagnement RH. Est-ce que sur le plan aussi de la médecine au travail, vous avez eu à faire appel aux médecins du travail pour pouvoir accompagner la mouvance? Parce qu'on sait que tout le monde n'est pas parti en télétravail au même moment. Parfois, certains ont besoin de revenir, même si c'est à temps partiel sur les lieux de travail. Comment vous avez fait pour rajouter cet aspect médical dans votre phase d'accompagnement? Pour moi, je dirais que l'aspect médical a été au départ même de toute cette réactivité face à la pandémie. Quand on regarde l'ensemble des mesures barrières édictées, donc première réaction, les médecins ont été mis à rude épreuve pour s'assurer de l'exhaustivité, si je puis le dire ainsi, de la mise en place de ces mesures barrières-là, de l'exhaustivité en termes de sensibilisation des travailleurs au respect et au suivi de l'ensemble de ces mesures barrières-là. N'oublions pas que cette pandémie reste avant tout un sujet médical et les médecins aussi ont été, je pense, énormément mis à l'épreuve pour l'accompagnement tant médical sur le plan physique et médicinal, pour ceux qui en avaient les capacités sur le plan psychologique. Donc, j'ajouterai aussi tout ce qui est assistante sociale et même l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines, parce que nous avons aussi ce rôle d'encadrement psychologique tant que ça reste dans nos cordes du travailleur. Donc oui, pour moi, RH et médical ont formé une seule et même équipe, chacun travaillant sur des axes souvent différents, mais se rejoignant toujours au final. Pour moi, c'est une crise qui n'aurait pas pu se gérer en dehors de cet esprit d'équipe-là, le management de l'entreprise, le volet médical et le volet ressources humaines. Super, super. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, on va prendre un secteur qui est relativement particulier, qui est celui de l'exploitation agricole. On sait que c'est très difficile de faire du télétravail quand on est dans des exploitations agricoles. Du coup, la question, c'est de savoir comment est-ce que c'est géré au niveau des exploitations agricoles, ou alors est-ce qu'elles sont à l'abri de la pandémie?
Parce que c'est un cas relatif, qui est quand même particulier. D'accord. Au niveau des exploitations agricoles, il y a deux cas de figure. Soit l'exploitation agricole était intégrée dans une zone de confinement, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des activités en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait il y avait que la capitale Abidjan qui était, et quelques environs de cette capitale-là qui étaient fermés. Okay. Et l'ensemble des exploitations agricoles étant à l'intérieur du pays, donc ces exploitations-là ont continué à fonctionner. Ce que les entreprises ont essayé de faire, c'est de sécuriser au maximum ces sites agricoles-là afin d'éviter la survenue d'un cas qui aurait pu bouleverser l'ambiance et même l'activité sur ce site. Mais l'impact de la pandémie étant général, il y a quand même eu des baisses d'activité. Certaines réorganisations du travail liées à la mesure de couvre-feu pour notamment les exploitations qui pourraient travailler de nuit aussi. Donc, les choses se sont ajustées en fonction de la situation, mais c'était moins compliqué pour ces organisations-là, pour ces exploitations agricoles-là plutôt, à partir du moment où elles n'étaient pas dans les zones de confinement. Ça a été le cas dans d'autres pays où les exploitations agricoles étaient en zone de confinement et donc les plantations ont fermé. Mais ça, Dieu merci, on n'a pas eu ces cas extrêmes-là en Côte d'Ivoire, ou du moins, je n'en ai pas eu connaissance. Mais par contre, une autre problématique, je dirais, qui est certes économique, mais qui était essentiellement ressources humaines, c'est le fait de la fermeture des frontières a créé une problématique de main-d'œuvre. L'exploitation agricole fonctionne de façon cyclique. Ceux qui étaient dans le cycle de fort recrutement de main-d'œuvre temporaire avaient du mal parce que la majorité de cette main-d'œuvre-là vient des pays limitrophes, parce que localement, on ne peut pas couvrir le besoin. Donc, il y a eu difficulté de récupérer ou d'obtenir de la main-d'œuvre. Et ça s'est fait aussi dans le sens inverse. Il y a eu difficulté pour cette main-d'œuvre-là de rentrer chez elle, les frontières étant fermées. Certaines entreprises ont essayé de pouvoir obtenir des ouvertures avec le motif sanitaire. Souvent, ça s'est fait facilement. Souvent, c'était plus difficile. Souvent, ça n'a pas été possible. Donc, pour l'entreprise, il y avait cette problématique de gestion de l'insuffisance de la main-d'œuvre. Donc, ça a forcément réduit l'activité de l'entreprise, mais aussi de gestion du retour de cette main-d'œuvre-là. Imaginez-vous que j'ai 1000 ou 2000 ouvriers temporaires qui ont fini leur activité au jour d'aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays du fait de leurs frontières. Comment je gère la présence de ces 2000 travailleurs-là à qui je n'ai plus aucun travail à offrir parce que mon cycle de production est achevé. Donc, imaginez un peu les réflexions que nous devons mener et les mécanismes que nous devons mettre en place avec les dirigeants des entreprises pour pouvoir trouver des solutions à ces situations. Donc, pour ces cas de figure-là, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide ou d'accompagnement prévus par l'État où il appartient uniquement aux structures privées de pouvoir gérer ces cas qui sont quand même très sensibles? Oui, dans ce cas de figure, au risque de me tromper, je n'ai pas eu de connaissance de prise en charge de cette main-d'œuvre bloquée. Je sais toutefois que l'État restait ouvert et disposé pour la mise en place de convois sanitaires, le cas échéant, pour aider ces personnes-là à sortir du pays. Sauf que la problématique qui se pose, même si la Côte d'Ivoire est disposée à les faire sortir, est-ce que leur pays d'accueil est disposé à ouvrir ses frontières pour les accueillir? Donc, très souvent, c'est une problématique qui dépasse même le cadre de gestion de l'entreprise et qui est obligée de se gérer au niveau des instances de l'État, et souvent c'est pas très évident, c'est pas très facile. Donc ça a été une difficulté réelle, je pense, pour les exploitations agricoles. J'imagine.
En tout cas, cette pandémie a démontré l'agilité des entreprises publiques et privées, dans leur grande majorité, à pouvoir s'adapter. J'espère que cette agilité-là sera maintenue et qu'on pourra continuer à trouver des solutions à ces problématiques-là. Alors, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions. On ne pourra malheureusement pas tous les aborder. On va en prendre une dernière, Monsieur Châtelain. Vos éclaircissements sont. D'accord. Donc, une dernière. Bon, on va prendre deux. Voilà. Deux dernières. La première, c'est est-ce qu'il y a eu un impact financier sur la rémunération des travailleurs de façon globale? Je dirais oui et non. Ça dépend un peu de comment chacune des entreprises se sont positionnées. Il y a eu plutôt, en tout cas sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, les organisations patronales et les organisations syndicales ont essayé de mettre en place des accords pour que l'impact sur la rémunération des travailleurs soit vraiment, vraiment, vraiment l'ultime recours. Cela est bien entendu valable pour les entreprises qui ont continué leur activité. Pour les entreprises qui ont dû fermer, on a parlé au début des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, c'était vraiment difficile. Donc, il y a eu cessation du paiement de la rémunération de ces travailleurs. Sur ces aspects-là, par contre, l'État a mis en place plusieurs mécanismes. Malheureusement, je ne saurais dire ici quel est l'aboutissement, mais en tout cas, il y a des plans d'aide qui sont en œuvre sur la Côte d'Ivoire, je pense dans beaucoup d'autres pays, pour essayer d'accompagner et les travailleurs et les entreprises qui ont encaissé de plein fouet la situation de cette pandémie et qui ont été obligés de fermer. Pour celles qui ont maintenu leur activité, dans une certaine mesure, elles ont maintenu aussi, tant que faire se peut, la rémunération des travailleurs. Donc, pour une fois, et c'est ce qui me conforte parce que, par rapport à ce que j'ai dit au départ, le travailleur ici a été le premier protégé face à cette pandémie. Et je pense que les entreprises ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles continuent de faire ce qu'elles peuvent, mais à un certain moment, à l'impossible, nul n'est tenu, malheureusement, quelle que soit notre bonne volonté. Nos organisations, nos dirigeants et nous-mêmes DRH n'auront pas d'autre choix que de prendre des mesures auxquelles on ne souhaite pas arriver. Et ce qui justifie que notre souhait à tous, c'est que cette pandémie s'en aille assez rapidement. Tout à fait. Tout à fait. C'est très clair. Et donc, la dernière question, malheureusement, c'est aujourd'hui, quelle est votre vision de la gestion du capital humain après la crise? Parce qu'on a eu à faire appel à beaucoup de mécanismes, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mutations. Aujourd'hui, c'est sûr que cette crise sanitaire a bouleversé le monde professionnel et qu'on ne travaillera jamais plus comme avant. Donc aujourd'hui, quelle est votre vision du capital humain et de sa gestion post-crise Covid? D'accord. Moi, je dirais que personnellement, ma vision, elle n'a pas changé. Le capital humain reste pour moi le cœur de l'entreprise, le cœur des organisations. J'aime bien reprendre cette pensée de Richard Branson qui dit « Prenez soin de vos travailleurs et eux prendront soin de votre business ». Et je pense que ceux qui n'avaient pas cette vision, cette pandémie-là va venir faire naître cette vision ou la renforcer. Il faut qu'on garde vraiment dans nos organisations, dans nos entreprises, il faut qu'on garde l'humain, le capital humain au cœur de nos priorités. C'est ce capital humain-là qu'on doit protéger, qu'on doit entretenir, parce que c'est lui qui garantit la pérennité de nos organisations en termes de performance, tant économique, tant social, tant qu'environnemental. Donc pour moi, le capital humain, s'il ne l'était pas encore, doit reprendre sa place et être au cœur de la gestion de nos organisations. Tout à fait. Donc l'humain. Voilà ce que je peux dire. Les organisations. Si vous permettez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de bouleversements et l'après-crise, les différentes organisations, les métiers de ressources humaines, les métiers au niveau médical vont devoir continuer
Je pense que nous avons perdu M. Châtelain. M. Châtelain, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà, je pense que M. Châtelain revient. Ok, c'est revenu. Voilà. Parfait. Désolé, petit problème de connexion. Donc, je disais que cet accompagnement-là devra continuer, cet accompagnement du capital humain devra continuer. Il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu beaucoup de modifications dans nos façons de faire. Il faut qu'on ait conscience que la conduite du changement a été instaurée dans toutes nos organisations par la pandémie COVID-19. Et conduire le changement, il y a des règles, il y a des principes. Il faut bien faire les choses pour pouvoir arriver à de bons résultats. L'après-crise, pour moi, est encore plus important que la gestion de la crise. Tout à fait. Tout à fait. C'est pertinent. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ces interventions. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ont fait preuve de beaucoup d'agilité, auquel on ne pensait pas, Tout à fait. on ne pensait pas pouvoir être capable de le faire. Et donc, cette pandémie nous a démontré notre capacité à aller au-delà de nos appréhensions, au-delà de nos peurs, entre guillemets. Et je pense que la dimension numérique est à intégrer dans les solutions futures. Pour reprendre la citation de M. Gay hier dans un live, qui disait que l'avenir sera figital. Donc, il y aura une fusion entre le digital et le physique, et je pense que tout le monde va tendre vers ça. Donc, je vous rappelle pour ceux qui nous suivent et ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes en live avec M. Jean-Jacques Châtelain, donc, qui aujourd'hui partage les bonnes pratiques en termes de gestion des ressources humaines donc, en entreprise. Donc, je le rappelle, M. Châtelain, qui est le directeur des ressources humaines chez Palmci, Côte d'Ivoire, qui est une filiale de CIFRA, et qui est également membre de la cellule stratégique du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Donc, M. Châtelain, nous arrivons au terme de ce live. Donc, je vous remercie d'avoir donné suite à notre invitation. Vos interventions étaient très pertinentes et j'espère que tout le monde a pu en tirer des enseignements et puis que ça a pu profiter aussi à tous ceux qui suivent ce live. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin. D'accord, merci bien, Aboulaye. Ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de partager cette expérience. Je dirais, nous avons beaucoup de leçons, surtout d'un point de vue positif, à tirer de cette pandémie. J'ai pour principe de ne pas m'arrêter sur les aspects négatifs, mais de toujours essayer de trouver quelque chose de positif en ce qui nous arrive. Donc, regardons cette transformation que nous avons eue dans nos organisations et dans nos entreprises, cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle perception de l'humain qui est né, et surtout cet engouement autour du renforcement de l'esprit d'équipe que cette pandémie a créé au sein de nos entreprises. Et retenons ces leçons-là et renforçons ces aspects positifs. On a découvert que le télétravail n'a pas besoin d'attendre une crise, mais peut faire même partie de notre politique ressources humaines au sein des organisations. Mais retenons surtout que l'humain reste la première ressource de l'entreprise. Prenons soin de cette ressource-là pour que cette ressource-là puisse produire la ressource financière. Je pense que nous avons une petite coupure de connexion. Qui est aussi plaisir pour moi de partager. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, M. Châtelain. Donc, sur ces sages paroles, ce live va prendre fin. Donc, je vous rappelle que ce live est proposé par le groupe Afrique Challenge, l'Afrique Curieuse, qui est une compagnie de conseil de formation qui est spécialisée dans le renforcement de capacités. Quand on dit que l'humain est au cœur donc, de tout, et surtout en entreprise, donc, c'est une chose dont nous sommes bien conscients et nous sommes d'autant plus que nous focalisons sur le renforcement de leurs capacités pour leur permettre d'être plus performants, plus productifs et de pouvoir faire face aux enjeux des entreprises. Donc, cela est également sponsorisé par Hippocrate Medical Assistance, qui est une filiale du groupe Afrique Challenge et qui est spécialisée dans l'optimisation des dépenses de santé, donc
tout ce qui est check-up santé ou évacuation médicale. Voilà. Donc, prochain live jeudi à 13h. Nous accueillerons M. Garango Alassane. Cette fois-ci, nous faisons cap vers Bamako, au Mali, qui est médecin du travail et qui est le chef du cabinet médical, autant pour moi, EDM SA et Somagep SA, et qui va nous parler, bien évidemment, de la gestion de la pandémie au Bamako, en entreprise toujours. Voilà. Donc, je vous remercie, M. Châtelain. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et merci pour ces pertinentes interventions. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et qui ont fait preuve de beaucoup d'interactions, beaucoup de questions pertinentes. Malheureusement, on n'a pas pu tout aborder, mais je pense que voilà, on a pu faire le tour de l'essentiel. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite très bonne fin de semaine pour ce qu'il en reste. Merci beaucoup, M. Châtelain, et à très bientôt. Au revoir.